Quelques remarques à présent sur les enjeux en termes d'investissement et de marché avec Kevin Lenoy, directeur des investissements chez Avantgarde Investments. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Commentaire assez libre sur ce début d'année. Je le décris depuis plusieurs jours maintenant. Je ne cache pas effectivement un certain enthousiasme de voir un rattrapage et une décompression de la prime de risque spectaculaire sur l'Europe. Commentaire assez libre. Oui. Allez, allons-y. Très libre. Non, mais on ne va pas bouder ce début d'année, très clairement. Je suis convaincu que nos clients sont toujours heureux de nous avoir au téléphone. Ils le sont en effet d'autant plus avec des portefeuilles sur ces niveaux-là. Donc, on ne boude absolument pas ça. Le commentaire libre se noircit quelque peu, ou en tout cas se restreint quelque peu. Quand on quitte, en effet, ce Goldilocks dont vous parlez parfaitement, il nous semble malgré tout qu'on poursuit plutôt une tendance de fin d'année, plutôt qu'on en crée une nouvelle. Et ça m'interpelle, dans le sens où aujourd'hui, si on considère que la tendance lourde et la reprise qu'on a sentie en fin d'année, qui a très bien été évoquée, si elle n'a pas été modifiée, on n'a pas nous-mêmes de volonté, dans ce cas-là, de changer notre process d'investissement. Vous parlez de procédure de rattrapage sur certains titres, c'est très heureux. Il n'empêche qu'on n'a pas modifié, nous, notre positionnement, qui est un positionnement de regarder les faits, macro, ça a été là aussi évoqué, qui ont été relativement peu modifiés eux-mêmes. On parle d'inflation, évidemment de recul d'inflation. C'est un sujet qu'on évoquait déjà ensemble et que de nombreux analystes évoquaient déjà ensemble depuis la fin de l'année dernière. Donc la bascule 2022-2023 aujourd'hui apporte relativement peu de choses. C'est très heureux de voir cette inflation enfin refluer. On reste tout de même méfiant de certains niveaux. On parle de réouverture chinoise, etc. sur le T2, sur le S2, pardon. Donc on reste relativement méfiant de ce côté-là. La crise énergétique, de la même manière, elle avait été évoquée quand même à la baisse également de mon point de vue. Globalement, à partir du mois de septembre-octobre, on commençait à analyser les niveaux de stockage, etc. Et il nous semblait que l'effet pénurie était quand même relativement peu probable. Et c'est heureux, nous avons en plus de la chance sur le climat, même si on peut revenir sur les effets. Et puis enfin, on évoque évidemment le grand sujet du moment, qui est la récession. La récession n'aura pas lieu en zone euro, j'en suis absolument ravi. On continue malgré tout, nous, d'avoir un environnement qui est plutôt un environnement de soft landing. Je serais très heureux de voir que Goldman Sachs passe en indicateur avancé dans les futures recherches. Il n'empêche que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on regarde les indicateurs avancés, ils sont toujours en territoire récessif. On peut évoquer éventuellement un redémarrage, mais que ce soit les conditions de crédit, la construction, les nouvelles commandes, on reste aujourd'hui plutôt sur un atterrissage qu'un réel redémarrage. Donc beaucoup de prudence de ce côté-là et des portefeuilles teintés non pas de prudence ou de conservatisme, mais on ne va pas surexposer en tout cas les valeurs actions sur ce rattrapage-là. J'entends. Oui, le marché va très vite, effectivement, dans l'anticipation, le phénomène de décompression de prime de risque est assez spectaculaire. Vous dites, il y aura un moment, une forme de reality check, de rappel à l'ordre. On ne va pas, évidemment, boucler une année 2023 au rythme auquel on l'a commencé, enfin, en tout cas, avec des performances telles qu'on peut les regarder depuis 10 jours de bourse à peine. Comment est-ce que vous voyez se mettre en place cette forme de rappel à l'ordre ? D'où est-ce que le rappel à l'ordre va pouvoir venir On a du mal à voir spécifiquement d'où il pourrait venir, mais peut-être que l'acteur prépondérant qu'on a tendance à oublier avec cette euphorie peut-être de début d'année, c'était celui de 2022. Si on exclut la géopolitique, ça reste les banques centrales. Or, de ce point de vue-là, les banques centrales aujourd'hui, je me suis toujours arrêté encore aux derniers éléments de décembre, on reste sur des discours qui sont des discours malgré tout assez durs, et de ce point de vue-là, quand on regarde les anticipations, les probas implicites ou les dots de la Fed, on se retrouve toujours avec des baisses de taux en 2023. Ça, on n'achète pas. Et donc, on est assez curieux de voir éventuellement les prochaines déclarations et les prochaines conférences, parce que de ce point de vue-là, pour moi, le rattrapage va venir. Donc, typiquement, aujourd'hui, quand on voit des rattrapages de valeurs de croissance, sans regarder encore une fois les effets prix, on regarde les effets de valorisation. Les valorisations, pour certaines, sont encore assez tendues, même si on a eu un retrait, évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne nous incite pas, de notre côté, à y retourner. Là, on n'est pas loin de repartir dans une logique d'expansion de multiples pour certains secteurs croissance, certaines grandes valeurs croissantes qui ont beaucoup souffert en 2022. Et jusqu'à encore quelques jours, le Nasdaq avait du mal à retrouver un peu de dynamique. On l'a vu là sur quelques séances, effectivement, le Nasdaq retrouvait un peu de leadership à la faveur d'une stabilisation des taux longs, notamment. C'est un schéma dont vous vous méfiez à ce stade. On se méfie
Oui, très fortement. J'allais chercher un autre adjectif, mais on se méfie très fortement de cela. On n'est absolument pas de nouveau acheteur Nasdaq. On regarde éventuellement les quelques valeurs de croissance très lisibles qu'on a à l'intérieur, mais vous connaissez le pan du Nasdaq que l'on n'aime pas, et aujourd'hui, non, on n'est absolument pas incité à y aller. Les fortes valorisations, encore une fois, elles restent présentes. On a des effets, on a des corrections, évidemment, de BPA qui sont très fortes, qui sont du niveau récessif en termes d'ampleur, mais en termes de niveau absolu, on n'est absolument pas sur des niveaux pour nous qui price une difficulté économique au S2, notamment aux États-Unis. Ouais. Justement, en matière de perspective de bénéfices par action, de résultats, la saison va s'ouvrir ce vendredi avec les publications des grandes banques américaines pour commencer. C'est un facteur clé évidemment pour l'investissement. Bien sûr, ça reste quand même la matière première essentielle pour investir sur les marchés actions notamment. Est-ce que comme l'activité, vous attendez une forme de résilience des bénéfices par action. Je rappelle, récession, normalement, c'est moins 30% historiquement sur les bénéfices par action. Personne n'imagine que les bénéfices par action vont baisser de 30% cette année en zone euro. Absolument pas, on ne le souhaite pas. Non. Je vais vous dire peut-être pas encore, alors pas sur des niveaux de moins 30, mais encore une fois, on se projette plutôt sur un décalage au S2. Donc aujourd'hui, sur le T4, on va être assez attentif. J'allais vous dire que ça va être une période très intéressante, mais comme toute la saison des publications, ils vont être très intéressant à regarder parce qu'on va évidemment avoir un bilan pour certaines valeurs des dégâts de l'ensemble de 2022. On ne prendra pas encore en compte la réouverture chinoise, ce qui a été, à mon avis, pas mal acheté pour certaines valeurs en fin d'année. Elle ne transparaîtra pas, a priori, sur les résultats de la fin d'année. Donc oui, on a une attente qui est assez forte. Mon attente est plutôt dans les anticipations de 2023, parce qu'il faut se souvenir que la butée du marché que l'on a connu, si on exclut l'Ukraine, c'était notamment en fait le T2 2022 qui avait été très dur, notamment dans les anticipations bénéficiaires et dans le rattrapage des discours des CFO. Et donc c'est ce qu'on va attendre notamment pour cette publication-là, c'est de voir si le pessimisme très ambiant qu'on avait pu sentir en 2022 tourne kazakh également. J'en suis peu convaincu. Si ce n'est sur les bancaires, là le segment, la séance de vendredi sera passionnante. Elle sera notamment passionnante pour nous parce qu'on affectionne très particulièrement les financières américaines. Est-ce qu'elle donnera vraiment un signal sur le marché global ? J'en suis pas sûr, notamment sur la consommation. Au final, comment est-ce qu'on organise les mandats pour le compte des clients d'Avantgarde Investment, Kevin ? Sachant qu'évidemment, il n'y a pas que les marchés actions, l'émission s'appelle Smart Bourse, mais on voit bien que beaucoup d'investisseurs retrouvent de l'intérêt sur des marchés plus traditionnels, un peu moins foufou, le fixed income, les marchés obligataires, et à commencer par les marchés monétaires également. Quand on construit une allocation pour 2023, oui, cette partie-là, fixed income, monétaire, a une place importante aujourd'hui dans ces stratégies ? Absolument. Alors on va enlever le terme c'est pas foufou. On va se dire quand même que c'est sympathique, mais non, mais vous avez entièrement raison. Le grand changement, là on parle action, mais le grand changement en réalité dans nos portefeuilles, c'est qu'on s'est arrêté ensemble fin 2022 où on avait des positions actions sur des expositions qui nous convenaient, on avait une sensibilité qui nous convenait, et à côté on avait des poches de cash, de liquidité, qui étaient particulièrement importantes. Du fait évidemment d'être en gestion privée, précisons-le tout de suite. Le grand travail pour nous au T1, voire au S1, et c'est ça qui me semble très passionnant, c'est qu'on peut en effet travailler sur ces poches de liquidité. Ça fait des années que l'on se plaint d'avoir des rendements qui sont des rendements pauvres, pour ne pas dire autre chose. Aujourd'hui, on a enfin des rendements qui paraissent et donc on commence en effet à travailler ces poches de liquidité. Le fixed income est passionnant, il est à prendre évidemment avec des pincettes selon la devise dans laquelle on se situe. Il est clair qu'un investisseur dollar aura sûrement moins de difficultés entre guillemets à trouver son bonheur. On peut regarder tous les pans de la courbe aujourd'hui. On est particulièrement attentif notamment aux 2 ans américains, moi qui me convient particulièrement. On peut aussi jouer des effets de pontification pour les investisseurs qui ne veulent pas directement avoir une sensibilité sur une duration précise. Mais le fait est que même pour un investisseur en euros, on a aujourd'hui cette duration 4-5 ans, ce qui est plutôt notre duration cible à l'heure actuelle, des rendements qui sont supérieurs à 4%. On a encore vu, j'ai vu passer encore une bancaire zéro coupon. On est servi à 4,79 ce matin sur de la 2026. Alors on est sur de la subordonnée, c'est évident. Mais globalement aujourd'hui, pour des niveaux de notation qui sont de l'ordre de triple B, triple B+, nos clients aujourd'hui sont assez friands en effet de ce type de positionnement. Pour un risque modéré, ou en tout cas un risque avec lequel on est confortable pour le compte de ses clients, on trouve une rémunération qui est pas loin de couvrir l'inflation, peut-être pas l'inflation du moment, mais l'inflation des 6, 9, 12 prochains mois sans doute. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, le monétaire, vous l'avez évoqué pour faire le parallèle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est un bon outil de court terme. C'est pas notre outil favori puisque de fait, on a plutôt en effet une anticipation
j'allais dire, non pas de difficulté d'inflation cette année, mais on considère qu'elle n'est pas terminée. Non. Par contre, quand on va justement sur des durations 4-5 ans, une normalisation autour de 2 à 3% d'inflation, plutôt sur un régime de 3 d'ailleurs, quand on est servi à 4,5, cela nous convient parfaitement, en effet. Et pour conclure sur l'exposition et la sensibilité action de ces mandats et de ces portefeuilles, Kevin, quelle est la place que vous réservez alors aux actions et peut-être aux actions européennes par rapport aux actions américaines? Oui. Le biais que l'on reprend va être un biais américain, globalement sur la partie equity. Ça a été évoqué évidemment, ce décalage de banque centrale aujourd'hui nous convient. Il nous semble que le plus dur est passé, mais j'ai l'impression que ça fait quelques mois qu'on en parle. Donc on tient ce biais américain, on le renforce quelque peu, notamment sur des positionnements value, au contraire de ce que l'on peut penser. Potentiellement, on reviendra sur de la croissance à partir du moment où on aura une Fed qui se détendra, au moins dans le discours, on ne parle pas encore des taux, donc potentiellement pas avant le T2 S2 2023. En l'occurrence, après, en termes de pondération, on est plutôt sur un 60-40 si on doit représenter les choses très crûment. À mon avis, elle ne le représente pas, vous le savez, puisque comme on a uniquement des portefeuilles non profilés, mais j'allais dire qu'en moyenne, sur un investisseur équilibré, puisque c'est le grand terme, un 60-40, à mon avis, peut retrouver sa place. La difficulté étant la devise. Oui, avec un dollar qui commence à donner des signes de détente, de plus en plus. Des signes de détente de plus en plus, ce qui concourt, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce qui concourt à racheter aujourd'hui potentiellement S&P quick pondéré d'ici le T2, évidemment. Merci beaucoup Kevin, on se retrouve régulièrement pour évoquer ces sujets d'investissement avec vous. Kevin Lenouaille qui était notre invité également en plateau aujourd'hui dans cette édition Smart Bourse de la mi-journée, directeur des investissements d'Avantgarde Investments. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.